Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À peine une semaine après le début des révoltes qui ont suivi la mort de Naël, abattu à bout portant mardi 27 juin par un policier à Nanterre, les procédures judiciaires dirigées contre des personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences, en grande majorité des jeunes, s'enchaînent. Beaucoup d'entre eux sont jugés en comparution immédiate et un grand nombre de prévenus avaient un casier judiciaire vierge. Parmi les 3625 gardes à vue comptabilisés par la chancellerie, 1124 concernaient des mineurs, soit presque 30% de très jeunes garçons qui n'étaient même pas nés lorsqu'ont éclaté les révoltes de 2005 après la mort de Zeid Ebouna à Clichy-sous-Bois. Maître Mourad Falek du bureau de Nanterre témoigne. On note aussi une absence frappante d'antécédents judiciaires. Ils sont perdus devant le juge. Ils ne bombent pas le torse, ne revendiquent rien, ne savent pas vraiment expliquer leur participation. Pourtant, les juges se sont montrés particulièrement sévères, allant parfois au-delà des réquisitions du parquet. On est devant le tribunal judiciaire de Pontoise où je sors d'audience de comparution immédiate. Ce qu'on a constaté là, c'est ce qu'on commence à voir partout, c'est l'application en réalité des directives de la circulaire Moretti qui exige une réponse pénale ferme. Il y a des peines extrêmement lourdes qui sont parfois plusieurs mois d'emprisonnement ferme jusqu'à 1 an. On a vu avec mandat de dépôt, donc c'est-à-dire départ directement en détention ou maintien même en détention, parfois avec des dossiers extrêmement légers où c'est difficile d'imputer les faits qui sont commis même à leurs auteurs et on voit que ça procède d'une politique générale qui vise à envoyer un signal extrêmement fort qui consiste à dire maintenant tout le monde rentre chez soi, à créer des exemples, voire à terroriser une génération entière parce qu'il faut savoir que les gens qu'on voit aujourd'hui dans les tribunaux sont jeunes, voire très 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 jeunes. La circulaire Moretti, elle dit aussi quelque chose de très clair, elle dit que les mineurs doivent être déférés, donc ça veut dire que pour certains mineurs parfois qui ont 13, 14 ans, ils ont fait plus de 24 heures de garde à vue, ils ont ensuite été envoyés dans le dépôt d'un tribunal pour finir devant un juge. La circulaire Moretti que vise l'avocate et militante à Révolution Permanente Elsa Marcel est ce document de 4 pages diffusé vendredi 30 juin dernier par le ministre de la Justice demandant une réponse judiciaire rapide, ferme et systématique. En somme, une justice expéditive. Et il faut croire que la voix du garde des Sceaux résonne très fort dans les prétoires. Hier, de nombreux émeutiers ont été jugés en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Marseille. Parmi eux, Idriss, 15 ans seulement, avec sa cousine de 18 ans. Ils ont tenté de piller un magasin de vêtements. Lui, mineur, sera jugé en octobre. Sa cousine majeure est, elle, condamnée à 4 mois de prison ferme. Elle est repartie en prison juste après son jugement. J'ai plaidé pour l'un des dossiers et mon client n'avait pris qu'une canette de Red Bull et il a écopé de 10 mois d'emprisonnement ferme. La justice, connue pour son extrême lenteur, retrouve soudainement les moyens de jeter en prison des jeunes condamnés en raison de la crise que traverse notre pays et non plus au regard de leur dossier. Leur situation n'est plus examinée individuellement, ce qui fait dire à leurs avocats qu'ils sont victimes d'une justice expéditive, collective et partiale. Les magistrats du siège, pourtant indépendants, semblent céder aux pressions des politiques. La disproportion des peines infligées aux jeunes des quartiers populaires, pour la plupart issus de l'immigration postcoloniale, est-elle un fait nouveau ou bien doit-on l'allier à une longue tradition française? On en discute avec Julien Théry, historien, et Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté. Bonjour messieurs. Alors je vous propose de revenir sur le profil de ces jeunes qui ont pris part aux révoltes. La plupart n'ont aucun antécédent judiciaire et pourtant ils ont été jugés en comparution immédiate. Et pour ceux qui seraient tentés de faire le lien entre le vandalisme et l'immigration, comme certains parlementaires, voici ce que Gérald Darmanin leur a répondu. J'ai regardé, et faites-le dans vos commissariats, dans vos brigades de gendarmerie, qui sont ces gens? Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Je ne veux pas ici dire. Je pense qu'une explication identitaire serait se tromper. Et puis surtout, je pense que ce serait une critique assez forte de ce qui s'est passé auparavant, parce que si je fais un rapide calcul, 17 ans de moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont nés sous la présidence de Jacques Chirac. Alors, j'imagine que vous avez envie de réagir à ce que vient de dire notre ministre de l'Intérieur. Il y avait beaucoup de Mathéo et de Kevin, surprenant. Il fait un travail en tandem. On ne peut pas isoler cette déclaration-là qui lui donne le beau rôle des déclarations d'autres membres de sa famille politique, dont par ailleurs il est très proche, et qui sont
outrancièrement raciste. Cette sénatrice ou Bruno Retailleau qui tiennent des propos qui relèvent vraiment du suprémacisme blanc le plus radical, en disant c'est les origines ethniques des manifestants qui ressortent, etc. Évidemment, c'est comme ça qu'on se passe les plats, si j'ose dire. Ça permet à Gérald Darmanin, qui par ailleurs cautionne toutes les violences policières, qui refuse de reconnaître le racisme systémique de la police, le traitement totalement différencié des populations selon leurs origines et selon les régions du territoire au quotidien par la police. Il refuse de reconnaître ça, mais évidemment, il va se présenter comme un grand humaniste en disant « Attention, non, il n'y a pas plus que ça de gens issus de l'immigration parmi ceux qui sont arrêtés. » Et si on suit le reste des déclarations, il met en balance, donc en rejetant d'un côté l'explication ethnique et raciste, les responsabilités individuelles. Ce qui est en fait tombé de Carib dans Scylla, évidemment. Parce que donc, si ces jeunes se révoltent, c'est parce que leurs parents n'ont pas pris leurs responsabilités ou eux-mêmes se comportent mal individuellement. C'est-à-dire, si on lit à l'envers, ils n'ont pas la bonté de souffrir en silence, de se faire discriminer en silence et de se contenter du fait que peut-être 1 ou 2% d'entre eux réussira à monter dans un improbable ascenseur social. C'est la mythologie ni la bonté et ni la volonté de s'extraire de leurs conditions. C'est leur faute. Voilà, c'est leur faute individuelle, c'est pas leur faute ethnique. Merci, monsieur Darmanin. C'est un joli tour de passe-passe et il est très humaniste, donc. On a d'ailleurs même l'extrait de ce passage que tu évoques ici, Julien Terry. Donc l'explication ne peut pas être que sociale. Étant issu d'immigration par ma famille et étant issu d'une famille modeste par ma famille, je pense qu'il y a une part de liberté de chaque individu de se sortir de son déterminisme et que c'est le travail de la République de l'aider à sortir de ce déterminisme. D'ailleurs, Mathieu Stama, avant que vous preniez la parole, je voudrais juste préciser que Retailleau est allé même plus loin. Il ne vise pas seulement les origines ethniques, il parle de régression vers les origines ethniques, ce qui fait un petit peu penser à cette décivilisation. La France aurait manqué à sa mission civilisatrice. Oui, alors il y a deux choses moi qui me frappent. La première, c'est que, comme l'a très bien dit Julien, le gouvernement se refuse à s'intéresser aux causes de tout ça. Voilà. Il faut punir. Il faut voir ce qui s'est passé comme le résultat d'un problème d'éducation, d'un problème d'ensauvagement, d'un problème de violence en tant que tel, et ne surtout pas regarder les causes. Et je suis frappé par le fait que depuis ces révoltes qu'on appelle émeutes, on a presque oublié en fait l'origine de tout ça. On a presque oublié qu'au départ il y avait la mort tragique de Naël, les conditions de cette mort. On n'en parle plus. Enfin, on a l'impression que ça n'existe plus, que voilà, maintenant, c'est à la justice de faire son travail et circuler, il n'y a rien à voir. Et maintenant, il s'agit de punir les personnes qui se sont révoltées. Il ne s'agit pas encore de dire que les violences, elles sont formidables ou quoi que ce soit. Évidemment on a tous été désolés de ces violences, mais enfin, réfléchir à ces causes, c'est quand même le propre du politique, normalement. Et d'ailleurs, y compris voir ses propres responsabilités. Et donc, la deuxième chose, vous l'avez dit, et Julien aussi a commencé à l'évoquer, c'est l'incroyable dérive de la droite. Moi, je me rappelle d'une époque où la droite était encore républicaine. Jacques Chirac, après les émeutes de 2005, on peut reprocher beaucoup de choses à Jacques Chirac, et y compris la gestion d'ailleurs de ce qui s'était passé, mais enfin, il avait quand même eu un discours républicain en disant que toutes ces personnes qui s'étaient révoltées dans les banlieues, tous les émeutiers, etc., étaient des fils et des filles de la République. Voilà, et qu'ils avaient leur place au sein de la République. Ce discours-là, on ne l'aura pas entendu, non seulement du gouvernement, mais alors la droite, non seulement c'est un discours anti-républicain, mais d'autre part, c'est un discours qui franchement, des fois, se rapproche presque du racisme, en tout cas de l'assignation à l'origine, etc. Vous avez cité donc Bruno Retailleau qui a parlé du retour aux origines ethniques. Régression aux origines ethniques. Mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ahurissante, d'une violence, Sénateur LR. Sénateur LR, censé être républicain. Bon, en fait, il ne l'est pas. Et rappelons quand même que Bruno Retailleau, je crois, est l'ancien disciple de Philippe de Villiers. Ceci peut-être explique cela. On a eu aussi donc cette sénatrice LR qui a eu un propos incroyablement violent sur... alors, on dit qu'ils sont français, mais ça ne veut rien dire être français. Et surtout, ils sont français comment ? Comment ils sont français ? Donc on revient là à l'idée de l'extrême droite qui est les Français de papier, les vrais Français, ceux qui sont français juste par leur carte d'identité, et puis les vrais Français, ceux qui sont français de cœur, etc., qui est une rhétorique d'extrême droite radicale, totalement anti-républicaine, qui fait la distinction entre deux catégories de citoyens. Et entendre cette sénatrice des Républicains dire cela sans qu'il y ait eu aucune réprobation de son camp, ça fait très peur. Et le dernier commentaire
commentaire dont on a eu droit, c'est Catherine Vautrin, qui avait été, rappelez-vous, pressentie pour être première ministre, et qui a tenu un discours sur les banlieues en disant les gens ne veulent plus aller dans les banlieues. Elle a donné un certain nombre de raisons. Et la dernière raison qu'elle a donnée, c'est on ne peut plus acheter de jambon. On ne peut plus trouver du jambon à acheter. Voilà. Bon, donc la droite républicaine n'est plus républicaine, elle est en pleine dérive. Et ça aussi, au-delà de tout ce qui se passe, ça doit vraiment nous inquiéter, parce que si la droite devient en fait comme l'extrême droite, là, ça devient très inquiétant pour notre démocratie. Juste pour faire remarquer que ce que rappelait Mathieu à l'instant, les propos de cette sénatrice, qui dit oui, ils sont français, mais en fait, c'est pas vraiment des Français parce qu'il y en a plusieurs catégories, etc. On voit très bien derrière se rééditer un épisode de l'histoire de France et notamment de la droite française dans les années 30, les gouvernements notamment qui ont succédé au Front populaire, puis les pétainistes se sont engagés dans des annulations de nationalité, dans un travail de distinction entre les étrangers, les gens étrangers au corps traditionnel français, comme a dit Gérard Longuet, un membre de la droite classique issu de l'extrême droite. Ceux qui étaient enracinés pouvaient rester, mais les autres, on allait rétrospectivement, en dépit de tous les principes du droit fondamental, de manière rétroactive, leur supprimer leur nationalité et essayer de les expulser. Donc en fait, c'est une politique qui a été menée et à laquelle la droite a envie de revenir. Et ça renvoie, à mon sens, à un vieux fond qui s'est exprimé avec le pétainisme, mais qui est toujours là dans la société française, et en particulier dans les dirigeants de la bourgeoisie française. Pour continuer avec les dérapages de la droite et notamment des LR, alors ils s'attaquent effectivement aux origines supposées étrangères de ces jeunes, mais également à des principes élevés, ceux d'une procédure pénale impartiale et équitable. Par exemple, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, se rebelle contre l'individualisation des peines et réclame une justice politique qui envoie des signaux plutôt que de juger. Comment fait-on ? Comment ça se met en route, cette histoire que vous nous expliquez ? C'est très simple, ça s'appelle une peine plancher, une peine minimale, et ensuite, évidemment, les juges peuvent individualiser la peine. Si c'est particulièrement grave, ils peuvent prononcer des peines plus graves encore. Mais il faut une peine plancher. De la même façon, vous savez que la moyenne d'âge... Excusez-moi, vous l'évaluez à quelle hauteur, cette peine plancher ? J'ai dit 1 an de prison ferme minimum. 1 an de prison ferme minimum. Et comme ça, on donne le signal que toutes les personnes qui ont autorité aujourd'hui, elles seront spécialement protégées. Parce qu'aujourd'hui, c'est elles les remparts de la République. Et puis finalement, nous explique Valérie Pécresse pourquoi juger les mineurs différemment des majeurs. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons une justice des mineurs qui n'est pas en capacité de juger en comparution immédiate très rapidement des mineurs. On n'est pas non plus en mesure de les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de les enfermer dans des endroits où ils ne peuvent plus troubler l'ordre public, de les éloigner de leur quartier. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Ces enfants, on ne les voit plus comme des enfants, on les juge comme des adultes. Mais pourquoi respecter les principes du droit ? Après tout, c'est ça la question plus générale. Ça, c'est un aspect qui est très peu mis en avant et qui est pourtant fondamental dans la manière dont la répression judiciaire se développe. C'est l'absence totale, d'une part, d'indépendance de la magistrature dans sa manière de juger, et d'autre part, dans la façon dont elle juge, l'iniquité absolue. C'est-à-dire que c'est des peines qui sont balancées comme ça, tout à fait disproportionnées. Le principe de la proportionnalité des peines, c'est un élément de base des droits de l'homme. On voit pour des broutilles, sur le simple soupçon, sur le simple déclaration de la part des policiers, des gens très jeunes, envoyés en police pendant des mois et directement, avec mandat de dépôt direct. Alors, c'est une justice expéditive, et c'est une justice sommaire, qui est en fait une parodie de justice. Moi, ce qui attire le plus mon attention, c'est le fait que les magistrats se prêtent à cela. Ça, c'est fondamental. Théoriquement, le siège est indépendant. On distingue le parquet qui requiert les peines qui représentent le gouvernement et le siège qui est censé juger en toute indépendance. En pratique, on voit très bien que la politique pénale que décide le ministère est directement mise en œuvre par les juges sans qu'ils se posent de questions et en fait, au fond, sans qu'ils jugent en conscience, comme ils sont censés le faire. Ça fait penser toujours à une anecdote de la Chartreuse de Parme, quand il y a Fabrice, le héros tout naïf, qui se voit répondre quand il dit « J'aurais bien aimé qu'il soit jugé par des magistrats en conscience » par le Premier ministre Mosca, le comte Mosca, qui est son ami, qui lui dit « Si un jour vous rencontrez de tels juges, vous qui vous voyagez pour vous instruire, envoyez-moi leur adresse, je leur écrirai avant de me mettre au lit. » Malheureusement, ça fait penser à la façon dont les juges sont totalement
subordonnés, subalternes, contre les principes même de leur fonction au pouvoir politique. Et le résultat de ça, on le voit très bien. Une analyse sociologique, de toute façon, les analyses sociologiques le montrent déjà. Il y a, pour le dire vulgairement, double peine pour les Arabes, de manière très schématique. C'est pas toujours vrai, c'est très souvent vrai. Il y a une disproportion totale selon que celui qui est devant les juges est issu des quartiers, comme on dit, et est issu de l'immigration ou pas. Alors, j'aurais peut-être pas des mots aussi forts que vous sur la justice, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, là, en l'espèce, dans tout ce qui se passe là, ces derniers jours, on sent bien qu'il y a une pression politique immense sur la justice pour, en quelque sorte, faire des prévenus, des personnes arrêtées, donc des émeutiers, des exemples. Voilà. Et d'envoyer une sorte de signal de fermeté. Voilà. Sauf que la justice, c'est le contraire de ça. La justice, c'est le contraire de faire des exemples. Et vous l'avez très bien dit, c'est tout à fait ça. La justice, c'est la proportionnalité des peines. C'est-à-dire que chaque peine correspond à une situation particulière dans un contexte particulier. Et puis, c'est l'individualisation des peines. Et l'idée qu'on ne juge pas collectivement. On ne fait pas une justice collective. La justice collective, c'était l'Ancien Régime, où on condamnait la famille avec le... Voilà, donc ça, c'est le contraire de l'idée républicaine qui s'est construite, et c'est aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans cette idée que chacun a le droit à un procès équitable et avec des peines individualisées. Et ça, c'est important parce que, d'une part, vous avez raison, il y a donc forcément le soupçon d'une justice à deux vitesses, c'est-à-dire là, en l'occurrence, la justice va très très vite. Elle est d'une fermeté extrême. On a quand même des jeunes qui prennent des mois de prison ferme, dont un, par exemple, qui a filmé une scène, alors qui a dit une phrase absolument regrettable et totalement condamnable, allumez-les, voilà. Mais lui n'a pas participé à ce qui s'est passé, et il a pris, je crois, près d'un an ferme. Ou en tout cas, beaucoup de mois ferme, juste pour avoir filmé. Ça pose des questions, évidemment, qui est quand même, encore une fois, de l'idée que ça peut donner d'une justice à deux vitesses. Et là, quand on compare avec d'autres cas, par exemple, où, en effet, la justice peut être plus clémente. Donc, ça, c'est très important parce que ça remet en cause la confiance que les Français peuvent avoir envers la justice. Et l'autre point, en une phrase, c'est ce que vous avez dit sur Valérie Pécresse. On revient à la droite qui est en train de rompre avec l'idée républicaine. La droite devient anti-républicaine. Elle tient des propos, alors c'est pas nouveau, Sarkozy aussi avait ses propres propos populistes. Moi, c'est ce que j'appelle le populisme judiciaire, c'est-à-dire on parle de peine plancher, donc en violation avec le principe d'individualisation des peines. On parle de fermeté extrême. On parle de construire. Elle a parlé de construire des centres de rétention pour les mineurs. Le côté à la fois punitif est totalement contraire au principe du droit, comme vous l'avez dit, etc. Et pareil, c'est du populisme, ça n'a rien à voir avec les principes qui sont les nôtres, et encore une fois, ça doit nous inquiéter. Alors nous qui avions cru au sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, à l'indépendance et l'impartialité des magistrats, c'est la grande déception, mais en même temps, Michel Foucault nous avait prévenu. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement. Julien, c'est toi qui nous as suggéré cette vidéo. Oui, c'est un passage très célèbre dans lequel Foucault met en avant une idée très célèbre qu'il a développé ailleurs, et qui est toujours reconnu comme une problématisation pertinente. Cette séparation ou non de la justice et de la police, historiquement, la police, en fait, c'est le gouvernement. Et donc, il n'y a pas de séparation. En l'occurrence, si on en revient à la situation actuelle, qui illustre très bien ce que Foucault dit méchamment, dit-il, à savoir les juges, en fait, ils sont les auxiliaires de la police. Ce qui peut être observé tout particulièrement, là, me semble-t-il, c'est qu'en fait, le gouvernement demande aux juges, et ils obéissent, de faire de la politique. Ils ne font pas de la justice, ils font de la politique. Ça a été dit très explicitement, je crois, à plusieurs reprises. Le rôle des juges, c'est de terrifier les jeunes par les peines qu'ils leur infligent, sans même examiner les situations et les cas, en donnant raison aux rapports policiers et en infligeant donc immédiatement des peines disproportionnées. Il s'agit de gouverner par la terreur. Il ne s'agit pas de rendre la justice. Et c'est pourtant ce que font les magistrats, ce à quoi ils se prêtent. C'est tout à fait du même ordre que ce qu'on demande de faire à la police depuis les Gilets jaunes. La police, on lui demande de faire de la politique.
il y a eu un article qui a eu un grand retentissement dans Le Monde, bien des mois après, parce que Le Monde arrive toujours après la bataille, 2 ans après, qui relatait comment les forces de police se comportaient pour réprimer les premières manifestations des Gilets jaunes. L'idée de la hiérarchie, qui était ensuite donnée au CRS sur le terrain, c'était de terroriser, d'être tellement brutal que les gens ne reviendraient pas. Autrement dit, le but de la police, c'est pas de maintenir l'ordre, c'est pas d'empêcher les débordements, c'est de faire tellement peur que le samedi suivant, les gens ne reviendront pas. Alors, la politisation de la fonction de répression, c'est quelque chose, une fois de plus, qui nous renvoie en particulier à la guerre d'Algérie. En Algérie, on demande à l'armée de faire de la politique. Et d'ailleurs, elle élabore toute une théorie de la contre-insurrection, c'est-à-dire du combat, de la guerre contre une partie de la population, disséminée sur le territoire, avec des méthodes spéciales qui sont mises en place pendant la bataille d'Alger. On se souvient du communiqué des syndicats de police qui déclarait être en guerre et en résistance. Donc la justice adopte exactement cette même Donc posture. aussi bien la police que la magistrature sont conçus comme des instruments politiques. Alors, bon, moi, je serais un peu plus mesuré sur la justice parce que je crois quand même que voilà, que ce soit les magistrats et puis l'appareil judiciaire de manière générale fait quand même un travail qui est souvent important avec les moyens qui sont les leurs, voilà. Et je voudrais pas non plus parce que les moyens là quand même. Oui, alors ça c'est vrai, ça c'est justice. Hein. Mais vous savez, il y a toujours ce côté la droite et l'extrême droite n'arrêtent pas de dire la justice est trop laxiste, etc. Et moi, je me dis toujours, il faut pas que la gauche fasse l'erreur inverse. Je dis pas que ce que vous faites, mais l'erreur inverse qui est de dire ah là là la justice est trop punitive, etc. Même si la réalité, moi je le pense, et je pense que je partage ce point de vue, je pense que la justice est souvent trop punitive. Et que je pense en réalité... Ça dépend avec qui. Voilà. Et je pense que ça dépend avec qui. On a des contre-exemples. Vous avez pas raison. les gens qui vivent en banlieue. Vous avez raison. Et ça, encore une fois, ça renvoie à l'idée d'une justice à 2 vitesses, une justice de classe, etc. Et d'autre part, je pense qu'en réalité, c'est un changement de paradigme qu'il faudrait aborder. Et là, c'est une question beaucoup plus profonde. Et c'est ça que Foucault, je pense, là où Foucault nous est très utile, c'est que Foucault nous aide à renverser les choses, c'est-à-dire qu'on c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que c'est la police qui est au service de la justice, la police est juste là pour amener des gens devant la justice, et Foucault nous dit non, c'est l'inverse, c'est en fait la police qui décide à peu près de tout, c'est elle surtout qui va se mettre à décider dont le but finalement c'est de contrôler les comportements, de discipliner, d'amener, de décider quel comportement est bon, quel comportement est mauvais, donc de normer, etc. Bon, ça c'est typiquement foucaldien, et je pense que là-dessus c'est très important, mais néanmoins, là aussi, je vais tempérer, voilà, même si je suis foucaldien comme vous, mais je vais tempérer en disant quand même que je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il faut réformer. Je sais, c'est un discours réformiste, voilà. Mais je pense qu'il y a 2 priorités. La première, c'est la police, lui mettre beaucoup plus de garde-fous, encore une fois, parce que finalement, éviter les dérives, certaines dérives policières, etc. Je sais bien que c'est très difficile et il y a beaucoup s'y sont essayés, voilà. Mais il y a quand même des solutions. Et je pense que le fait de mettre des garde-fous, de mettre beaucoup plus de règles, de régulation, l'IGPN, la question de l'IGPN, de l'indépendance de l'IGPN, etc., etc. Bon, il y a 1000 manières de voir les choses, mais ça, c'est une première piste qui me semble indispensable. Et évidemment, c'est pas ce gouvernement-là qui va nous proposer des choses. Et je suis pas naïf, hein, voilà. Et l'autre chose, évidemment, c'est la question de la justice et de penser une justice qui serait moins carcérale, qui serait moins punitive, qui serait plus réhabilitatrice, qui serait plus réparatrice. Et ça, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces sujets-là. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais alors ça, là, pareil, hein, c'est pas ce gouvernement-là qui va nous aider à réfléchir à ça. Mais je pense qu'il y a des travaux, des chercheurs, des intellectuels qui réfléchissent à ces sujets et qui me semblent fondamentaux. Voilà. Moi, je ne vous cache pas que j'ai été très surprise de voir une justice céder à ces pressions politiques, parce que j'ai quand même en tête le communiqué syndical à la magistrature au lendemain de la mort de Nahel, hein, qui déclarait « Ce n'est pas à la justice d'éteindre une révolte ». Je vous lis aussi encore un passage de ce communiqué. « Elle doit cultiver chaque jour son indépendance, y compris à l'égard de la police. Elle doit combattre et non se laisser emporter par ce réflexe de criminalisation des victimes complaisamment relayé par certains médias. » Donc, ça contraste énormément avec ce communiqué, même si la justice n'est pas enfermée dans ce syndicat. Il y a quand même une situation différente, effectivement, à cet égard de la justice par rapport à la police. Les syndicats de police sont très majoritairement d'ultra-droite. Il existe en revanche un syndicat
historiquement très important et très influent dans la magistrature, qui au contraire est très, très marqué à gauche et qui l'est de manière justifiée. C'est-à-dire qu'il y a une certaine idée de la justice et qui la défend. Ceci dit, malheureusement, dans la pratique de l'exercice des juridictions, dans des circonstances comme celles qui prévalent en ce moment, j'allais dire, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, si on en revient à ce que vous disiez, à savoir, je suis réformiste, il faut réformer la police. De mon côté aussi, je pense qu'il faut absolument réformer la police. Mais le problème, c'est, on en revient à ce dont on discutait la dernière fois, le gouvernement ne peut pas, quand bien même il le voudrait, ce qui n'est probablement pas le cas, parce que je pense qu'il est dans une stratégie de la tension, dans une logique de droite très dure, bonapartiste, mais c'est vraiment du bonapartisme comme une forme aussi de proto-fascisme, c'est-à-dire de monter de la répression, afin de terroriser la population et de maintenir un ordre et de gouverner comme on le veut, contre la volonté de la population. Je pense que c'est ça la perspective du gouvernement. Mais quand bien même, ça ne le serait pas, ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réformer la police ? Il faudrait desserrer l'emprise des syndicats policiers. Il faudrait pouvoir faire face à une fronde de leur part. Mais un gouvernement aujourd'hui ne peut pas faire face à une fronde de la police, alors qu'il a absolument besoin d'elle, par ailleurs, pour imposer à toute la population des politiques dont cette population ne veut pas. Ce gouvernement n'est pas représentatif. Et c'est en ce sens qu'il n'est pas démocratique. Il a été élu par des médiations institutionnelles réglementaire, légal. Mais sa représentativité est très faible. Non seulement il n'a pas la majorité à l'Assemblée, mais par ailleurs, dans la population, eu égard à la volonté que l'on peut saisir par toute une série de moyens de la politique, la volonté de la population, qu'est-ce qu'elle voudrait comme politique en matière de service public, qu'est-ce qu'elle voudrait comme politique en matière de retraite, etc., ce que fait le gouvernement n'est pas légitime parce qu'on ne peut pas, sociologiquement, dire que la souveraineté nationale va dans ce sens. Donc il gouverne contre sa population. Et comment voulez-vous qu'il gouverne contre sa population sans la violence ? Alors moi, donc il ne peut pas réformer la police. Si je peux intervenir, je pense, Julien, que vous sous-estimez la montée de l'intolérance au sein de la société française. Je pense que vous sous-estimez la manière dont beaucoup de Français, et je pense même une majorité de Français, sont pour une ligne répressive dure. Forcément, en montrant ces images en continu sur les chaînes de télé. Alors là, on peut tout à fait... vous avez raison sur le fait de rechercher les causes de ce durcissement au sein de la société française, et c'est certainement des causes multiples. Néanmoins, le gouvernement a évidemment une idéologie qui est dure en matière de répression, en matière policière, etc. Mais vous avez aussi une demande là-dessus. Et quand vous voyez les sondages qui sont sortis juste après les révoltes, ces sondages sont saisissants. Je veux dire, l'immense majorité des Français sont pour une punition extrêmement forte envers les émeutiers, sont absolument sans aucune indulgence envers ce qui s'est passé, ni même... donc... Une indulgence avec les militants néo-nazis qui défilent dans les rues françaises, d'ailleurs escortés par des polices et qui incitent à la haine. Alors là, en effet, par contre, là-dessus, eux semblent beaucoup moins inquiétés. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est que, en fait, on assiste à une droitisation, voire une extrême droitisation sous certains aspects de la société française. Et c'est ça aussi qui nous amène à des situations comme un gouvernement qui est de plus en plus dur sur les questions sécuritaires, sur les questions répressives, etc. Et encore une fois, ce qui est terrible dans tout ce qui se passe là, c'est que je l'ai dit au début, mais on oublie les causes sociales de tout ça. On oublie la situation des banlieues. On oublie la question des refus d'obtempérer, la manière dont cette fameuse loi et la manière dont on a facilité ce type de drame. Donc c'est même donc tout ça n'existe plus. Et quand vous voyez, il y a une cagnotte, l'identitaire d'extrême droite, Jean Messia, a lancé une cagnotte. 1,6 million. Voilà, cette cagnotte a recueilli 1,6 million € avec des 100 000 signataires, quelque chose comme ça. La cagnotte de la honte. Voilà, la cagnotte de la honte. Ça aussi, ça doit nous interroger. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de Français, des Français qui ont donné autant d'argent à une cagnotte qui signifie quand même derrière, je suis désolé, c'est une cagnotte qui signifie derrière, on soutient ce policier qui a commis l'irréparable. Ça doit aussi nous interroger sur ce qui est en train de se passer dans la société française. Je ne dis pas que le gouvernement n'est pas fautif, évidemment, mais il y a quelque chose aussi au sein de la société française qu'il faut regarder. Bien sûr qu'on arrive à faire en sorte que la population soit indignée, soit sans indulgence envers les émeutiers, et donc, comme vous dites, qu'elle semble s'extrême droitiser. Mais tout ça ne vient pas de rien, c'est absolument pas spontané, c'est quelque chose qui est organisé, c'est un dispositif. C'est un dispositif qui est à la fois médiatique et politique. Les gouvernants savent très bien qu'en laissant les violences policières se développer jusqu'à ce qu'éclatent comme ça des émeutes,
en fin de compte, ce sont eux qui vont tirer les marrons du feu. Le développement dans l'espace public de toute une série de discours qui existaient tout aussi bien il y a 40, 50 ans, 60 ans, mais qui n'avaient pas droit de citer. On ne faisait pas venir débiter leur blabla suprémaciste à la télé des gens comme Jean Messia, des gens comme Zemmour, et même des gens comme Le Pen. Alors certes, ils étaient discrédités parce que ça faisait pas si longtemps que ces gens-là avaient été au pouvoir et on avait vu le résultat, sous Vichy, puis avec l'OS, mais c'est pas seulement ça. C'était une époque où les médias n'étaient pas encore entièrement, les médias mainstream, 95% des médias, n'étaient pas encore aux mains soit du gouvernement, soit des puissances financières qui ont à leur main, d'ailleurs, le gouvernement d'un autre côté. Le meilleur exemple, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour est une pure création d'un oligarque. Je veux dire, c'est pas le fruit d'un mouvement de la société immanent avec des gens. Non, il attise au sein de la population un certain nombre de choses et il empêche d'autres choses. Donc voilà. La fenêtre d'Overton, c'est extrêmement à droite. Mais, les idées d'extrême droite se sont énormément banalisées. Je vois pas comment que tirer politiquement de l'idée qu'en réalité, ça, c'est ce que la population veut. C'est comme la télé-poubelle. Vous mettez la télé-poubelle, vous mettez Berlusconi, la 5, avec des femmes qui montent leurs seins et leurs fesses, les gens vont regarder. Et puis et ça vous permet de dire après, en fait, les gens sont bêtes. Non, il y a une logique d'offre. La logique politique, c'est une logique d'offre. Mathieu, vous rappeliez tout à l'heure, et on va devoir terminer très vite, vous êtes attendu sur un autre plateau, qu'on oublie même que c'est le tir policier effectivement qui est à l'origine finalement de cette révolte et de toutes ces violences. Il y a aussi une autre information qui est presque passée inaperçue, dont on parle peu. Un jeune homme est décédé dans la nuit du samedi 1er juillet au dimanche 2 juillet suite au tir de LBD, selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le parquet de Marseille. Il semble probable que ce décès était causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par un tir de projectile de type flashball. Il y a un autre jeune homme aussi dont le pronostic vital est engagé en Meurthe-et-Moselle. Finalement, ces violences policières continuent et ces syndicats de police mettent à exécution la promesse qu'ils ont formulée finalement dans ce communiqué. Mais on n'en parle pas. On parle de ces jeunes en comparution immédiate contre qui il faut être ferme et expéditif. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement considère qu'on est face à des cas isolés, et que ça n'est pas si grave et que le problème n'est pas là et que finalement il n'y a pas de leçons politiques à tirer de ces drames. Or, on sait qu'il y a des leçons politiques à en tirer, on sait qu'il y a un cadre légal qui facilite ce genre de choses, on sait qu'il y a des dispositions vis-à-vis de la police, des moyens de régulation qui sont possibles, qui sont tout à fait et avec plein de pistes qui sont ouvertes, l'interdiction des LBD, l'interdiction des gaz lacrymaux, en tout cas de l'usage déraisonné des gaz lacrymaux, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont faisables, mais le gouvernement semble s'y refuser parce qu'encore une fois, c'est vrai que les syndicats de police font une pression énorme. Et puis d'autre part, on a le sentiment qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique de changer des choses et de faire en sorte que finalement, ce qui s'est passé là ne se reproduise plus. Parce qu'en fait, ce qui va se passer là, c'est que on est condamné à revoir ce type de choses. Si il n'y a aucune décision qui sont prises, si c'est juste l'approche punitive, répressive qui est choisie, eh bien, ça ne changera absolument rien aux choses. Ça va même aggraver certaines situations. Des mesures comme punir, par exemple, les parents, quelque chose qui est revenu beaucoup, culpabiliser les parents, punir les parents, etc. Eh bien, ça va précariser encore plus les familles. Ça va aggraver les choses. Ça va aggraver la situation des banlieues. Et résultat, on se retrouvera avec de nouvelles révoltes, etc., etc. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel on est, avec un gouvernement qui refuse de prendre les leçons politiques de tout ce qui se passe. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron souhaite sanctionner financièrement et facilement les parents en mettant en place une sorte de tarif minimum dès la première connerie commise par leur enfant. Julien. C'est frappant de voir, en effet, qu'il n'y a strictement aucune analyse politique de la part du gouvernement. Mais c'est tout à fait logique. Évidemment qu'on va se contenter de donner des explications absolument grotesques comme Emmanuel Macron qui ose tout, a osé le faire en disant que c'était la faute des jeux vidéo, ou absolument grotesques comme ce député, je crois, PS. Oui. Qui a dit... Lebrun, député PS, NUPES. Censé être de gauche. Ah, il est NUPES en plus. Il est NUPES. Il propose de mettre en place une école pour les parents. Moi, je suis davantage favorable à ce que nous ayons une politique d'accompagnement de la parentalité.
On est aujourd'hui une école pour les enfants. Moi, je suis favorable à ce que l'on crée une école des parents. C'est-à-dire que les parents qui sont aujourd'hui en grande difficulté, qui sont défaillants dans l'exercice de leur autorité parentale, que ces parents se voient finalement confier l'obligation d'être inscrits dans un stage de formation à l'autorité parentale et puissent finalement résoudre les problèmes qui sont aujourd'hui les leurs et trouver des solutions pour retrouver leur autorité sur leurs enfants. Le degré zéro de la réflexion, c'est vraiment l'idiocratie. Hein. Les idiots au pouvoir, en réalité, non. Ils savent très bien ce qu'ils font parce que politiser, faire une analyse politique de la situation, voir les causes, ça obligerait immédiatement à changer une politique qu'ils appliquent, encore une fois, contre la volonté de la population et qui n'ont strictement aucune intention d'abandonner. On sait très bien que Emmanuel Macron, c'est peu mis en avant, a commencé, une fois arrivé au pouvoir, par rejeter un grand plan pour le développement des services publics dans les banlieues qui avait été présenté par Borloo. Ça lui a permis au passage d'humilier Borloo. Il devrait être aujourd'hui humilié lui-même, Macron, par les effets qui sont sous les yeux de tout le monde de son comportement. Mais à partir du moment où on se refuse à donner toute explication en fait, à ce comportement, sinon la responsabilité individuelle, le degré zéro, il est évident qu'il ne risque rien. Donc pour terminer, il est évident que ça va continuer. Il est évident qu'il y aura d'autres crimes policiers du même type et parce qu'il va continuer à y avoir au quotidien une oppression policière de larges parties de la population. Alors la solution, ça peut être l'invisibilisation de ces violences, comme c'est déjà largement le cas, avec les mensonges policiers, avec la complaisance des médias. Ça peut être aussi l'accoutumance de la population avec le développement d'une fascisation rampante, hein, en tout cas d'une sensibilité ultra-réactionnaire au sein de la population qui est cultivée par les images qu'on lui donne à voir et les discours qu'on lui sert, hein, pour qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe et qu'elle s'indigne seulement, que ce soit seulement ses affects réactionnaires qui soient mobilisés. Quelle que soit la manière dont on va gérer cet état de fait, tant qu'il n'y aura pas un changement profond, pour ne pas dire radical de politique, ça va continuer. Bon, en attendant que ce changement profond arrive, ça va nous falloir beaucoup de temps. Il y a ce groupe, je voudrais vraiment terminer cette émission sur le groupe Legal Team, qui est un groupe de juristes et d'avocats qui viennent assister ces jeunes majeurs et mineurs qui sont interpellés par la police. Je vous donne leur numéro de téléphone, c'est important de le diffuser, 01 84 80 27 83, si vous avez besoin d'assistance d'un avocat ou d'un juriste. Merci beaucoup. Merci messieurs. Je peux placer juste un tout petit peu d'autopromotion du média. Bien sûr. Il y a plusieurs émissions qu'on a consacrées ces dernières années aux connaissances sur la police, hein, que vous pouvez revoir, notamment sur YouTube. Un entretien avec Mathieu Rigous autour de son livre qui est un classique qui s'appelle La domination policière, qui est une analyse des conditions dans lesquelles la répression policière se développe, de son contexte politique. Plusieurs entretiens aussi avec Paul Rocher, qui a publié plusieurs livres sur les violences policières. Et puis une Grande Hache, la Grande Hache, l'émission d'histoire du média, qui est consacrée à l'histoire longue, là, depuis l'Ancien Régime de la police, avec l'alternative. Est-ce qu'elle est au service de la population ou est-ce qu'elle est un instrument des gouvernements contre elle? C'est l'actualité. Animé par Julien Terry. C'était de l'autopub. Désolé. Merci encore à vous, Merci. messieurs. Et merci de nous avoir suivis. Hein. C'est l'été, mais l'actualité ne s'arrête pas. Et nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse et de décryptage au quotidien. C'est l'été et notre survie, l'intégrité de notre projet éditorial dépendent de votre soutien et de vos dons. Si nous voulons survivre à l'été, être prêts pour le grand virage de la saison 7 du Média, il nous faut mobiliser au moins 100 000 euros de dons. Déjà 55 000 euros ont été récoltés. Merci infiniment. On continue. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. On compte sur vous. Restez connectés aux médias.